bit of the bubbly. That's undisputed. I'm better than you, and you know it. And we are NXT! War Games. Salut les marques et salut les smarts, salut peuple de catch-up. Bienvenue dans notre podcast qui suinte, qui dégouline, qui transpire le catch. Chaque semaine, nous analysons, nous décryptons, nous entortocotons, nous dégrégresrocrolicons tous les shows de la WWE, mais pas que, parce que parfois on parle aussi de la All Elite Wrestling. Préparez la trousse à la pharmacie. Nous sommes dans la baston du mercredi pour un AEW versus NXT du 2 décembre 2020. Je suis votre dinosaure, que dis-je? Je suis votre Luchasaurus des podcasts, je suis votre tonton Chris. Et pour m'accompagner dans cette castagne, dans cette baston, dans cette bagarre du mercredi, rien de tel qu'un ancien habitué des coups, le bon papy. Comment vas-tu, papy? Bonjour les enfants, bonjour tonton. Oui, c'est la baston, on va se foutre des pains dans la gueule. On va se faire mal. Ah, t'as chié! Je vais t'arracher ton dentier. Moi je vais te faire mal à ta prothèse! Ah Allez, une prothèse de hanche de foutu. Vous savez combien ça coûte, ça, les jeunes, hein? Ouh là là, ouais, bah, ça Une. coûte une hanche. Ça coûte pas un bras, ça coûte une hanche. Voilà. Alors, mes amis, mon bon peuple de catch-up, aujourd'hui nous sommes réunis pour la baston du mercredi #15. Lors de la 14e, je rappelle évidemment la précédente, lors de la 14e édition, c'était NXT qui avait emporté la mise. Et pour vous donner le ratings de la baston du mercredi, nous en sommes actuellement à 6 victoires pour la AEW, 5 victoires pour la NXT et 3 matchs nuls. Que va-t-il se passer pour cette 15e édition? Vous le saurez tout de suite en nous écoutant dès maintenant. Mon bon papy, comme NXT a gagné, je te propose qu'on reparte avec les vainqueurs. Hein. Voilà, on est au catch, quoi. Donc, direct, le vainqueur garde la ceinture et puis c'est lui qui rentre le premier sur le ring. Donc, on va commencer avec le NXT, le 432e du nom, du 2 décembre 2020, qui se passe au Capitol Wrestling Center, qui est en réalité le WWE Performance Center. Hein. Tout le monde le savait. Mais bon, c'est toujours bon de le rappeler. Allez, c'est parti. Le show, il va démarrer. Alors là, mon papy, on va en parler un tout petit peu avant de démarrer vraiment, aller dans le dur, puisque le show de NXT va démarrer avec un hommage, un tribute qui va être rendu au regretté Pat Patterson, qui est décédé à 79 ans, le premier champion intercontinental ever, et qui a été un grand homme du catch dans les coulisses par la suite après sa carrière de catcheur. Hein. Et entre autres, bien évidemment, dans l'équipe WWE, un des grands amis de Vince McMahon, qui aura contribué au booking à travers toutes ces décennies de la WWE que vous regardez chaque semaine. Il aura bien évidemment mis en lumière le titre intercontinental puisqu'il en a été le premier détenteur, mais par la suite, il aura eu une carrière de catcheur tout à fait honorable, donc de booker. Il aura aussi dévoilé son homosexualité dans les années 2010, qui était quelque chose de très rare dans le monde du pro wrestling à cette époque-là. Donc voilà, un NXT du coup qui démarre sur une note triste, mon papy. On enterre l'un des nôtres. C'est ça, effectivement. Il aura aussi créé le Rumble, je crois. Oui, il a créé, c'est lui qui a imaginé le Royal Rumble match. Le Royal Rumble, donc là, quelque chose qui est quand même très marquant. Et c'est marrant parce qu'en fait, c'était assez très émouvant comme entrée en matière. Et c'est marrant, le petit film, qui, comme de manière classique, ils font faire un film comme ils font à chaque fois qu'il y a un décès d'une superstar. Et celui-là, je l'ai trouvé qu'il était moins orienté match de catch, comme on pouvait voir d'autres catcheurs qu'on a pu voir par le passé qui sont décédés. Il était vraiment orienté sur la personne, Pat Patterson, l'humain, j'ai envie de dire. On le voyait beaucoup avec des gens, des catcheurs d'hier, d'aujourd'hui, des moments un peu hors catch finalement. Et je pense que c'est aussi lié à sa personnalité parce que tous les témoignages qui ont eu lieu suite à son décès, c'était vraiment a priori, c'est vraiment quelqu'un d'ultra important en coulisses, quoi. Et comme tu dis, il était ami avec Vince McMahon, mais je pense aussi avec pas mal de catcheurs d'un peu toutes les générations. Et donc, on sent qu'ils étaient vraiment bien touchés tous de cette disparition. Alors on rappelle quand même au passage, on va jouer les historiens, on n'est pas des vieux pour rien. Que Pat Patterson, en fait, il s'appelait Pierre Clermont, il était né à Montréal. Hein, c'était un Québécois, c'était un Canadien, le Pat Patterson, quoi. Et effectivement,
concernant son homosexualité, il avait découvert ça en fait quand il était très jeune, quoi. Mais il l'a gardé pendant tout le temps de sa carrière et il a lâché vraiment le truc que vraiment dans les années 2010. Hein, c'est un coming out qui est venu très tard. Il l'a pas dit dans l'espèce de télé-réalité Oui, là, la maison des vieux, là, où il y avait Ouais. Ric Flair, etc. Exactement. Et bon, bah voilà, pour vous donner une idée un peu du bonhomme, il faisait 1m80, il faisait dans les 105 kilos, donc c'était ma foi un bon gabarit. Et il est donc bien évidemment le créateur du Rumble. Et il est aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est aussi le créateur du titre en fait Intercontinental Championship, puisqu'en fait c'est des titres qu'il a unifiés. C'était deux titres, c'était le WWF North American Championship et le WWF South American Heavyweight Championship qu'il a réuni en un seul et même titre qui est devenu le Intercontinental Championship. Donc, un peu. Et il se faisait. Alors, pour un catcheur, il faut toujours donner son surnom. Donc, bien évidemment, le surnom de Pat Patterson, c'était The Dream of Québec. Ni plus, ni moins. Voilà, je crois qu'on a été assez complet. On va juste donner, sur ces titres WWF, son palmarès quand même. Il aura donc été une fois Intercontinental Heavyweight Champion. Il aura été une fois champion hardcore de la WWF. Il a été une fois champion poids lourd d'Amérique du Nord de la WWF. Il a été une fois champion poids lourd d'Amérique du Sud de la WWF. Et il a été une fois WWE 24/7 champion. Et oui, sur un roll-up, bien évidemment. Et c'est bien évidemment un Hall of Famer. Hein, mais ça date déjà de 1996. Donc voilà, Pat Patterson, j'ai envie de dire rest in peace. Voilà, on pense bien fort à toi. Le titre intercontinental est dans mon cœur depuis toujours et je pense que tu y auras largement contribué. Donc merci à toi. Merci et bravo. Mon papy, on va rentrer dans le show. Et ce show de NXT s'annonce relativement costaud puisque c'est un go-home show, puisque la semaine prochaine, on va ni plus ni la semaine prochaine, je dis des bêtises. Dimanche, ce week-end, dimanche prochain, on va attaquer avec les War Games. Donc voilà, le pay-per-view annuel de novembre-décembre à la NXT. Et donc un gros programme. On en parlera à la fin de War Games. On fera peut-être, si on vous trouve une petite carte dans l'intervalle, on vous fera peut-être quelques promos pour ce dimanche. Ça sera un petit cadeau. Ça va être une longue baston du mercredi. Alors attachez vos ceintures, allumez vos clopes. Ou je sais pas, prenez un peu d'huile, mais faites quelque chose, parce que là, on est parti. Allez, on va attaquer d'entrée le NXT avec la feud qui tourne autour plus ou moins du North American Championship, mais en l'occurrence, on va avoir une espèce de crossover, puisqu'on va avoir une espèce de petite feud du jour qui va se passer entre les Legado del Fantasma avec notre ami, quel est son nom déjà, de notre champion de Cruiserweight, là, à force de l'appeler Hiro del Fantasma, mais j'allais l'appeler King Cuerno en fait. Non, il y a un nom de drogué, de baron de la drogue. Escobar. Voilà. Et donc du coup, la Legado del Fantasma va ce soir affronter Damian Priest et Leon Ruff, qui est donc le North American Championship à l'heure actuelle. On va avoir un match, un opener plutôt pas mal, dans le sens que ça va durer 12 minutes 20. Ça peut être assez surprenant parce que Damian Priest va être vachement ciblé. Alors certainement parce que c'est l'homme fort en fait du couple, on va dire, qui se forme ce soir. Mais c'est Leon Ruff qui va être vendu fort, puisque après c'est lui qui va un peu faire revenir l'équipe dans le match. Ils vont être quand même assez largement dominés dans ces 12 minutes. Mais finalement, Damian Priest, voilà, il va quand même passer son reckoning sur Raul Mendoza, et Leon Ruff va nous coller un frog splash pour la victoire clean de ce duo du jour. Mon papy, qu'est-ce que tu as pensé de cet opener NXT? Ouais, c'est du classique avec la grosse brute et le mec tout faible qui lui vole le finish à la fin. Il a été Priest, il a été pas mal déconcentré par les petits jeux de Gargano en fait, et puis de son, comment s'appelle là, le mec déguisé en personnage de Scream qui se balade derrière les vitres, tout ça, donc c'est ça qui a un peu perturbé le match. Ouais. C'est pas la rivalité du siècle, là, les trois ensemble. Hein, mais... J'ai oublié de signaler effectivement qu'il y a eu quelques interférences, etc. Bon, ça navigue un peu à vue, moi j'ai envie de dire, hein, depuis que Leon Ruff est North American Champion. Je suis pas, je l'ai déjà dit à cette antenne, mais je suis pas super convaincu par ce jeune homme. Je suis étonné de voir Damian Priest, qui est, comme il est dans un rôle de babyface, là pour l'instant c'est compliqué pour lui de venir un peu titiller le Leon Ruff, et c'est bien dommage, ma foi.
parce que quand même, la ceinture avait plus de gueule, à mon avis, sur les hanches de Damian Priest que de Leon Ruff. Qu'est-ce que t'en penses? Ah oui, non, mais carrément. Et j'espère sans trop y croire que ça sera terminé dès ce week-end, cette histoire-là. J'ai des doutes. Mais effectivement, là, c'est du comédie wrestling à fond les ballons parce que Leon Ruff, alors, on a déjà eu des mecs un peu petits qui faisaient des exploits, mais lui, il est petit et maigrichon en plus. Il a vraiment pas grand-chose pour lui, quoi. Donc, c'est comme si enfin, ouais, comment il s'appelle? L'ancien 24/7 champion aussi, là, qui est de NXT maintenant. Rockstar Spud, là. Drake Maverick. Drake Maverick, c'est pareil, tu vois, c'est le même genre de bonhomme, quoi. C'est des mecs qui peuvent très bien te faire 2-3 segments marrants et puis mais sur la durée, tu peux pas construire une histoire, intéressante là-dessus, quoi. Donc vite qu'on sorte de ça, je suis pas sûr que ça ait apporté grand-chose à qui que ce soit dans cette rivalité. Peut-être, pour que Damian Priest joue un peu la comédie, j'en sais rien. Je pense qu'on va vite passer à autre chose. J'espère en tout cas. Ouais, je pense aussi. On va passer tellement à autre chose qu'on va passer au backstage. Donc, on va avoir d'abord une petite vidéo qui va nous montrer la dernière victoire de Pete Dunne sur O'Reilly. Et après, ça va enchaîner sur une vidéo sur l'Undisputed Era qui dit qui domine NXT depuis leur début et que voilà, ils sont prêts pour les War Games. Alors, on en discutera certainement, mais l'Undisputed Era, on commence à être largement habitué de les voir dans les War Games puisque ils en seront à leur 4e. Donc peut-être un peu de bis repetita, mais ça on va en reparler un peu plus tard. On continue sur les backstage avec la team Candice, puisque dans le cadre des Wargames, il y aura aussi un Wargames féminin. Et donc la team Candice qui va affronter la team Blackheart. Et évidemment, ça chambre, ça charrie l'équipe adverse qu'elles vont affronter à NXT TakeOver. Raquel Gonzalez, elle nous promet que ce soir, elle va démolir Josie Blackheart qu'elle va affronter en 1 contre 1. Et elle va lui montrer ce que c'est qu'être vraiment écrasée par un tank. Voilà, ambiance sympa entre les filles. Après, on va avoir un petit match. Alors là, on rentre dans la low mid-card de NXT, puisqu'on va avoir un match entre Cameron Grimes et August Greg qui va être un squash, un pur et simple, puisque Cameron Grimes va démolir le jobber en 2 minutes. Ça sera aussi simple que ça, mon bon papy. On peut signaler évidemment que c'est surtout ce qui va se passer, comme souvent après les squash. C'est ce qui va se passer après le match qui va être intéressant, puisqu'il va prendre un strap avec lequel il va frapper son adversaire du soir, jusqu'à ce que Dexter Lumis y débarque avec les yeux écarquillés comme à l'habitude et qui va prendre la place de Gray. Et en fait, ça va foutre la trouille à Grimes qui va finir évidemment par se faire attaquer et qui va se sauver comme une bouse. Voilà. Donc, il y a un match qui est prévu entre Cameron Grimes et Dexter Lumis qui sera donc, vous l'avez compris, un strap match, mon papy. La mid-card NXT. Je suis vraiment pas convaincu. En fait, je trouve que ça traîne en longueur cette histoire de Cameron Grimes et Dexter Lumis. En plus, Cameron Grimes, il se fait latter à chaque fois. Et puis c'est de la mid-card, tu vois. Si c'était je sais pas, un mec qui a une ceinture tu dirais, ah, comment il va faire pour perdre la ceinture? Mais là, il y a rien en fait à apporter. C'est-à-dire qu'il se fait latter, ils refont 2-3 segments, il se refait latter, ils refont 2-3 segments, il se refait latter. En plus, Dexter Lumis, moi je l'aimais bien, donc qu'est-ce qu'il est embourbé dans cette histoire-là? Ouais, je comprends pas trop. Ouais, moi j'ai envie de te dire qu'il a sa place. Voilà. Pour moi, c'est un low mid-carder. Et Dexter Lumis me paraît bien plus dangereux. Moi, j'aime bien Dexter Lumis. Ah, moi aussi. Et j'aimerais voir Dexter Lumis dans un programme d'ailleurs un peu plus haut. Ce qu'il avait commencé à faire, et puis il s'est blessé. Malheureusement, ça a mis un coup d'arrêt alors qu'il était bien dans la course du North American Championship pendant un moment. Et malheureusement, il s'est blessé. Et là, il revient sur des rivalités de mid-card. Donc, bon, écoute, on va voir la suite. On enchaîne avec un match qui suit avec Jack Atlas. Encore là, mon pauvre papy, on est toujours dans la mid-card. Hein. Jack Atlas qui va affronter Tony Nese. Un peu un revenant, hein, mais alors lui aussi un spécialiste de la défaite, hein, j'ai envie de dire, ouais. Puisqu'il va se faire battre en 5 minutes 20 par Jack Atlas. Alors Jack Atlas qui était habitué aussi à perdre beaucoup ces derniers temps et qui du coup est remonté un peu en gagnant cette partie. Les 2 gars vont bien se donner sur ces 5 minutes, mais vraiment il y aura une domination nette de Jack Atlas. On va même avoir droit, d'ailleurs le match est tellement finalement intéresse tellement pas même les bookers qu'ils vont diviser l'écran en 2 pour nous montrer l'arrivée dans l'arena de Pat McAfee et de son clan, quoi. Donc voilà, vraiment sympa pour Jack Atlas et Tony Nese. Ça va se terminer avec un DDT modifié de Jack Atlas, victoire de Jack Atlas. Derrière il se fera interviewer, il va nous expliquer qu'il va essayer de se relancer justement pour obtenir une nouvelle chance au titre des poids moyens. Donc apparemment lui il se lance sur le cruiserweight, mon papy. Oui, après apparemment, alors, après avoir saisi si c'était pas
Enfin bon, je suis obligé de faire le rapprochement parce qu'ils l'ont fait eux au début du match, lié au fait, du décès de Pat Patterson, Oui, vu que aussi, je viens d'oublier son nom, celui qui vient de gagner le match avait aussi Jack fait son Atlas, Jack Atlas a aussi fait son coming out il y a quelque temps. tout à Donc, fait. j'ose espérer que c'est pas juste un rapprochement, en disant: «Bon, bah, voilà, on a perdu un gay, on en remet un autre gay», parce que c'est le genre de truc assez fin qu'on fait à la WWE, mais pourquoi pas? Après il est pas désagréable à voir dans le ring, Jack Atlas, donc, pour une stature, cruiserweight, à la limite, je préfère voir lui que l'ancien challenger, que je ne supportais pas, donc, d'ailleurs dont j'ai oublié le nom tellement il m'énervait. Donc, voilà. Donc, pourquoi pas avoir Jack Atlas en challenger, ça me va très bien moi. OK. Allez, on enchaîne. Donc Pat McAfee, comme on vous l'a dit précédemment, est arrivé. Il est avec les autres, en l'occurrence Pete Dunne et l'équipe Lorcan Birch. Voilà, il va d'abord, il va pay respect à Pat Patterson pour le coup, puisqu'il va parler de lui pour commencer, et puis après il va rentrer dans le vif du sujet. Il va bien évidemment critiquer la vidéo de la Disputed Era qui aura été diffusée un peu plus tôt. Il explique qu'il a dépensé beaucoup de thunes pour obtenir un peu les gars qui sont avec lui à l'heure actuelle, qui créent son clan là, et qu'au War Games, il ne s'agira pas vraiment de l'Undisputed Era, mais plutôt ses gars à lui, et que Burch et Lorcan obtiennent enfin ce qu'ils méritent. Pete Dunne, il va pécho le mic, il va déclarer que c'est tout simplement la fin de l'Undisputed Era ce dimanche. Alors là, on est sans confiant, le clan Pat McAfee là. Ouais, bon, enfin, c'est comme d'hab, hein, Pat McAfee a une méga grande gueule et puis il en fait des caisses. Je suis plus mesuré en fait, concernant l'envergure du clan quand même. Bon, tu Pete Dunne qui est vraiment largement au-dessus des 3 autres, mais large, large là, c'est Ouais, la plein à transformation 10 000, physique hein. de Pete Dunne, est impressionnante. Le match qu'il a livré la semaine dernière m'a bien retourné. Mmh, mmh mh. Je suis très, très, très ouais, curieux de voir ce que va donner Pete Dunne dans le War Games. Ah bah, je pense que c'est l'unique intérêt de cette équipe-là. Encore que les One Two, ils sont pas si mal que ça, mais ils ont tellement pas du tout de charisme, eux, c'est alors surtout, Burch là, oh putain, la tronche qu'il a, enfin, c'est pas possible, lui, tu as l'impression il est perdu là, encore Lorcan, il a compris que de toute façon, il fallait garder la tête d'avant, ça face ou heel, ça change pas grand chose finalement. Mais alors Burch, il essaie un peu de faire le heel arrogant, mais il fait la comédie il joue la comédie à la Truelle lui, c'est vraiment pas beau, hein. Voilà, donc là on retrouvera ça, on va en reparler de toute manière. Il y a plusieurs choses dont on va parler à la fin. Restez bien jusqu'au bout, ça va être Restez connectés! ça va être une baston du mercredi fleuve, mais restez bien à la fin, restez avec nous jusqu'au bout. Allez, il y aura une petite vidéo, tiens, la WWE pense à son marché chinois, puisqu'ils ont réuni Xiali et Boa, qui sont les deux catcheurs chinois à l'heure actuelle au Performance Center, et qui apparemment s'entraînent sous les ordres d'un gourou, d'un maître Shaolin, enfin bref, d'un homme mystérieux. Nous verrons ça plus tard. D'un ou d'une, hein. Ou d'un ou d'une d'ailleurs, oui, on ne sait pas, oui, ça sera la surprise. La surprise chinoise de la WWE. Derrière, on va avoir les Ever Rise, l'équipe québécoise qui est dans le ring et qui était censée affronter les Grizzly Young Veterans. Mais ils vont pas avoir de chance, nos Québécois, puisqu'ils vont se faire démolir par Imperium qui va venir les attaquer par derrière comme des fourbes. Et Marcel Bartel direct dire que de la division tag team leur appartient et que donc c'est eux qui veulent un match, quoi, qui vont affronter les Grizzly Young Veterans. Et ni une ni deux, à peine c'est dit, hop, aussitôt c'est fait. Et on va se retrouver avec un match Imperium versus Grizzly Young Veterans. Alors là, on va avoir un match de presque 11 minutes. Dans une configuration, on va en reparler, mais Imperium est heal. Mais pour moi, les Young Veterans ne sont pas forcément face. Donc ça va être un match plutôt équilibré. Les deux équipes vont avoir des moments forts. Mais finalement, le match, il va s'interrompre parce que les Ever Rise, ils sont quand même bien dégoûtés de s'être fait attaquer à la base. Et ils vont venir attaquer Imperium pour se venger. Ça va conduire à une DQ. Après, derrière, les Ever Rise, ils sont vraiment pas contents, les Québécois. On les a rarement vus comme ça, hein, parce qu'ils vont attaquer aussi les Britanniques. Ils vont, et voilà, ça va vraiment gros coup de colère des Ever Rise, mon papy. Hein. C'est pas content, hein, mais en plus c'est des heals aussi, les Ever Rise. Donc c'était heal contre heal, cette histoire, cette embrouille, j'ai l'impression. Ouais, les Ever Après Rise, on sait pas trop où ils sont situés. À vrai dire, ce ils sont jobent surtout tellement jobbers. que. C'est Ouais. ça. Et ouais, alors le match en lui-même, par contre, c'est pas déplaisant, mais alors c'est aussi parce que moi, j'avoue, je regarde pas toutes les semaines forcément NXT.
Et donc du coup, je suis pas du tout attaché à aucune des équipes là. Donc Ah bah, tu vois, j'ai pour les Veterans, c'est clair parce qu'eux, ils redébarquent, hein, à NXT, hein. Ils étaient à NXT UK, ils ont eu un gros désert à cause du confinement et là, ils reviennent à NXT US, quoi. ouais et donc du coup, bah, même si le match est plaisant, je m'investis pas du tout dedans, tu vois? Parce que Imperium, c'est pareil, j'ai jamais vraiment, enfin, je sais que c'est des bons gars. En plus, je les ai déjà individuellement, je les connaissais d'avant, pas personnellement, mais je les ai déjà vus dans je crois qu'ils avaient fait il y en a un des 2 qui a dû faire le tournoi Cruiserweight ou une connerie comme ça, je pense, mais enfin bref, ça me parle bien. Heu mais heu, mais par contre, voilà, je les ai jamais vraiment vus dans des rivalités intenses finalement. Parce que ils se font prendre la ceinture par Breezango en plus, si je dis pas de conneries, quand ils ont été champions. Mais c'était pas marquant quoi, donc voilà, Non. donc c'est voilà, i j'ai je vois qu'ils ont du potentiel dans le ring ces équipes-là. Par contre, ça serait bien qu'ils fassent, je sais pas, un raid marquant, un truc, voilà, vraiment de l'impact, qu'on puisse se dire: «Bah, voilà, c'est cette équipe-là, je la vois arriver, j'ai envie de la regarder», tu vois? Là, je les connais que de réputation, mais je les ai pas encore vus justement, convertir l'essai. Ouais, moi, là-dessus, je dirais juste que par rapport à Imperium, en fait, puisque moi, Imperium, j'aime bien cette équipe et j'ai bien envie de les revoir un peu au firmament de la Tag Team Division à NXT. Donc, il me tarde quand même de les revoir en feud avec nos amis Lorcan et Burch et puis peut-être plus haut, pourquoi pas. Allez, derrière, on va avoir une petite leçon, mon papy. Retournons à l'école. Allons à l'école de lutte de Timothy Thatcher, si ça te va bien. Ah oui, Alors, comme vous le savez, depuis quelques temps maintenant, Timothy Thatcher, d'un mercredi à un autre, nous fait des petites leçons de lutte professionnelle. Voilà, toutes les prises que vous avez toujours voulu rêver de savoir, tous les trucs, et ben Timothy Thatcher, il est là pour vous les donner. Et du coup, là, il va nous faire une leçon de lutte qui est centrée sur les distractions en fait que peuvent faire les Thatcher dans le ring. Et alors qu'il va s'apprêter à présenter son élève, il va avoir Tommaso Ciampa qui est sur le ring. Et bah, du coup, ça fait un peu flipper Thatcher qui va quitter le ring et qui va lui dire non, non, mais moi, j'ai pas de problème avec toi et tout, j'ai pas de problème, on se prend pas la tête et tout va bien, on est des potes. Ciampa, il lui dit que qu'il est déçu quand même, quoi, parce qu'il aimerait bien que Thatcher il s'en prenne un peu à lui. Et finalement, Thatcher, c'est ce qu'il va faire. Il va s'en prendre physiquement à Tommaso Ciampa. Il est bien dans la baston du mercredi. Il va l'immobiliser au sol. Mais Ciampa va se dégager. L'élève va venir essayer de filer un coup de main à son prof. Et ils vont attaquer Ciampa à deux. Euh, voilà, l'élève solidaire avec le prof quand même, quoi. Derrière ça, Thatcher, il va être interviewé. Il dit qu'il est impressionné par l'intervention de son élève d'ailleurs, qu'il pensait pas que celui-ci viendrait lui filer un coup de main. Mais il dit que dorénavant, Ciampa, il a compris aussi ce qu'était une distraction. Alors, mon bon papy, voilà, les leçons de lutte de Thatcher, ça t'impressionne? bah, pour le coup, je trouve que je parlais de continuité tout à l'heure, bah, lui, ça lui donne un petit background à Thatcher, ses petites leçons de lutte, c'est tous ses élèves qui martyrisent semaine après semaine. Alors mon seul souci avec lui, c'est que depuis qu'il a battu, Riddle, la veille du départ de Riddle, bah, depuis, il se fait étaler par tout le monde Thatcher. Il se fait massacrer. Je crois que c'est la semaine dernière où il avait tapé, sur, Kushida, si je dis pas de conneries. Ouais. Donc bah, pour un mec, censé représenter la puissance et la soumission et tout le bordel, et c'est quand même un peu une serpillière en ce moment. Donc mais n'empêche que je trouve quand même que son histoire est plus sympa. En plus, j'aime bien Ciampa, donc les voir en rivalité les 2, ça me plaît plutôt. Si en plus ils arrivent à trouver un petit truc avec genre, les élèves qui viennent donner un coup de main à Thatcher pour lui peut-être leur remettre un petit peu des petites victoires, ça serait peut-être pas plus mal, et ça lui permettrait de donner un peu de comment dire? De raison pour que la rivalité dure un peu. Parce que sinon, j'ai bien peur qu'il prenne encore sa branlée puis qu'il aille se faire latter par quelqu'un d'autre derrière, quoi. Ouais, et de l'autre côté, pour l'instant, on a Ciampa qui navigue un peu. On sent qu'ils veulent pas le relancer immédiatement dans le main event. Et ça me paraît plutôt judicieux. Donc, du coup, il est dans une rivalité de mid-card avec Thatcher. Quoi qu'il arrive, je pense qu'un match entre les deux s'annoncerait bien violent, je pense, de toute façon. Ah oui, ça va taper, hein. C'est pas des enfants de cœur, les deux, là. Donc ça devrait bien envoyer. Allez, on passe à notre main event de NXT. Alors, c'est un 1 contre 1, c'est un match féminin, c'est Shotzi Blackheart qui affronte Raquel Gonzalez. Ce match a une importance puisqu'il donnera un avantage pour les War Games, comme il y avait eu la semaine dernière dans le pendant masculin, où c'était Pete Dunne qui s'était imposé. Tout ça dans un ladder match. Donc,
comme souvent dans un match avec échelle, c'est quand même bien brutal et globalement, on va pas trop s'ennuyer. Ça va être un match de quasiment 15 minutes, donc les filles ont du temps. Bon, évidemment, alors là, on va avoir un match blindé d'overbooking, peuple de catch-up, des interventions multiples de partout, puisque de toute façon, c'est deux équipes, Team Candice contre Team Blackheart, donc ça va amener même les deux équipes à se battre hors du ring. Io Shirai va être le facteur X dans ce match, puisqu'elle va attaquer Raquel Gonzalez, et elle va l'envoyer à l'extérieur du ring avant de démolir tout le monde avec un énorme strike d'un gros moonsault à l'extérieur du ring phénoménal de Io Shirai. Grâce à un peu à tout ce bazar qu'a mis la championne dans ce match, Shotzi Blackheart va... C'est pas facile à dire son nom. Shotzi Blackheart. Va pouvoir grimper à l'échelle et va décrocher l'avantage pour les Wargames. Donc, très, très important avantage pris par la team Blackheart. Mon papy, qu'est-ce que tu as pensé de ce main event de NXT? Alors, main event, il y avait des botches, voilà. Il y avait du botch, oui. Il y avait des botches, c'est pas forcément les deux filles qui sont le plus à l'aise dans le ring, je pense. Donc, je n'étais pas étonné au début, je me suis dit, tiens, ça va, elles sont plutôt propres. Et puis, d'un coup, c'est commencé à tomber là. Bon, mais d'un autre côté, il y avait des botches, mais comme tu l'as dit, énormément d'overbooking. Donc, l'un dans l'autre, je pense que ça s'équilibre parce que du coup, tu dis, bon, c'est un combat un peu bordel. C'était un combat en plus qui avait le mérite de dire, au-delà de la personne qui a l'avantage au Wargames, c'est aussi de désigner la 4e personne de l'équipe Blackheart, parce que jusque-là, elles étaient que 3. Et en fait, du coup, elle se retrouve avec une équipe, une espèce de dream team, Shotzi Blackheart, parce qu'elle a 2 anciennes championnes NXT, plus l'actuelle championne NXT avec elle. Et face à elle, elles ont 4 filles qui ont gagné. Je crois qu'il y a une ancienne championne NXT UK, mais c'est tout, quoi. Donc c'est la dream team de Shotzi Blackheart qui est elle-même la capitaine, alors que c'est la moins gradée de toutes. Donc c'était plutôt sympa au final le segment. C'est ça en termes de construction du pay-per-view pour un go show, c'est tout ce qu'il faut, quoi. Donc plutôt sympa. Ouais, moi j'ai trouvé que c'était pas mal, effectivement, il y a pas mal, il y a quelques approximations, il y a quelques botches. Moi je suis assez convaincu par Raquel Gonzalez, que je trouve vraiment impressionnante. Vraiment, c'est une des filles qui me surprend pas mal en ce moment. Mais il y a vraiment du côté Blackheart, il y a une belle équipe. Je pense qu'on va avoir un bon match. Enfin, moi je suis assez confiant pour le match féminin, le Wargames. Je pense qu'on va avoir un bon match. Je pense que là, Blackheart me paraît bien barrée. Et elle est un peu approximative, voilà, entre les cordes, mais elle est bien barrée quand même. Et du coup, ça donne un truc plutôt sympa. Donc je suis assez confiant. Et puis voilà, l'intervention de Io Shirai, moi, ça me fait toujours plaisir. De toute façon, j'adore cette catcheuse. Et vraiment, voilà, quand elle arrive, ça illumine tout. Ce moonsault du turnbuckle là, mais mamma mia, si Mauro Ranallo était là, qu'est-ce qu'on aurait entendu, quoi. Donc voilà, donc écoute, moi je suis de mon côté plutôt satisfait et j'ai trouvé que c'était un bon main event. J'avais trouvé le main event de NXT la dernière excellentissime, voilà, entre Pete Dunne et c'était qui son adversaire? C'était Kyle O'Reilly. Voilà. Et vraiment, c'était un match superbe. Et voilà, je trouve que là, on a eu les 2 matchs pour les avantages des Wargames. J'ai trouvé que c'était 2 matchs de super qualité. Donc, je boude pas mon plaisir, mon papy. Voilà. Très bien. Alors, on va switcher. Ainsi s'achève ce NXT du 2 décembre 2020. Les amis, peuple de catch-up, vous connaissez la procédure dans la baston du mercredi. On va zapper sur TNT. On va aller à la All Elite Wrestling. On va aller voir le Dynamite. Et le Dynamite du 2 décembre 2020, il est un peu particulier puisqu'il s'intitule le Winter is Coming. L'hiver arrive. C'est le AEW Dynamite #62. Et là, ça va envoyer du bois parce que j'ai presque envie de vous dire que c'est une édition spéciale et pas pour rien. On est presque en mode pay-per-view. Oh oui, et ça va nous donner, on peut quasiment considérer que c'est un pay-per-view et ça va nous donner une édition, un show très dense puisqu'il va commencer ni plus ni rien, ni plus ni moins, ni plus ni rien par la Dynamite Diamond Ring Battle Royale. Alors, pour vous expliquer, le détenteur de cette bague de diamants, c'est MJF. Et on remet en jeu cette bague de diamants cette année. Voilà.
ça commence et on va désigner le number one contender. Oui, le number one contender. Et alors, on va avoir une grosse bataille royale, puisque on va avoir, grosso merdo, je pense, une vingtaine de gars. Alors, je vais vous faire le MJF, Orange Cassidy, Adam Page, Alex Reynolds, Isaiah Cassidy, Joey Janela, John Silver des Dark Order, Colt Cabana, Evil Uno, Stu Grayson, Ten, tout ça c'est de Dark Order, Jungle Boy, Kip Sabian, Lee Johnson, Luther, Mark Quinn, Matt Hardy, Matt Sydal, Miro, ex-Rusev, Sammy Guevara, Scorpio Sky, Serpentico, nouvellement signé, Sean Spears qui est de retour, et Wardlow. Eh ben, Alors, les gars, cette Battle Royale, elle va durer 12 minutes 20. Il va se passer beaucoup d'actions, beaucoup d'actions en 12 minutes 20. Vous imaginez avec autant de monde sur le ring. Donc, je vais vous faire ça par élimination. Hein. Donc, Matt Hardy va éliminer Isaiah Cassidy. Adam Page va éliminer Serpentico. John Silver et Alex Reynolds vont éliminer Luther. Sean Spears va éliminer Matt Sydal. Scorpio Skies va éliminer Sean Spears, qui ne va pas du tout plaire à Sean Spears, puisqu'il se vengera et va éliminer Scorpio Skies à son tour. Là, ça sent la future rivalité, je pense, entre les deux. Alors, c'est Wardlow qui va éliminer exactement Scorpio Skies, hein, mais suite à une intervention de Sean Spears, qui va lui enfoncer je sais plus quoi dans les yeux, enfin un truc de salopard. Voilà. Wardlow va continuer à se montrer, puisque après, il va éliminer... qui c'est qui va éliminer? Ah bah non, je suis toujours sur Scorpio Sky, excusez-moi. John Silver va éliminer Alex Reynolds. Mark Quinn va éliminer John Silver. Matt Hardy, encore une fois, va éliminer Adam Page. Grosse surprise. grosse Adam surprise. Page, ouais, Alors là, grosse surprise, hein, on va en parler. Mais surtout qu'Adam Page, en plus, aura eu un coup de main précédemment dans la Battle Royale, puisque le Dark Order va l'aider à se sortir d'une première presque élimination. Derrière, Orange Cassidy va éliminer Kip Sabian. Rusev, Miro, excusez-moi, on a encore du mal. Hein. Miro va éliminer Lee Johnson, puis il va éliminer Mark Quinn, puis il va éliminer Matt Hardy, puis il va éliminer Joey Janela, ce qui va faire de lui le meilleur éliminateur de la bataille royale. Derrière, malheureusement, comme souvent quand ça arrive comme ça, MJF, Sammy Guevara, Wardlow, qui en fait font partie de l'Inner Circle, et s'étaient planqués dans un coin du ring en attendant un peu que passe la foudre de Miro, et ils vont éliminer Miro. Et bien évidemment, après, ils vont rester tous les trois ensemble. Il ne reste plus que Jungle Boy qui va se battre courageusement, mais ça ne suffira pas. Il va donc se faire éliminer. Là-dessus, Orange Cassidy qui s'était planqué, qui a été faire une sieste comme les déteste Yerem El Patron de la Team Catch-Up. Et donc, Orange Cassidy va passer en loose day derrière le Wardlow et va éliminer Wardlow à sa grande rage. Victoire d'Orange Cassidy. Orange Cassidy affrontera donc la semaine prochaine pour le Diamond Ring MJF. Alors, Papy, qu'as-tu pensé de cet opener, de cette Battle Royale? Orange Cassidy, vainqueur de cette bataille royale, est-ce que ça te surprend? Est-ce que ça t'énerve? Ou est-ce que ça te... alors du coup, je n'ai pas bien compris. C'est Orange Cassidy qui a gagné la Battle Royale ou c'est MJF et Orange Cassidy qui ont gagné la Battle Royale? Parce que MJF pour moi, j'ai cru comprendre que c'était les deux derniers qui se retrouvaient en finale pour la ouais. bague. Alors c'était ça le truc, c'est que c'était les deux derniers. Alors c'était un des trucs que j'ai pas trouvé très cohérent, on va en parler. Hein. Mais c'était effectivement les deux derniers. Mais ils n'ont célébré, tu remarqueras qu'à la fin, ils n'ont célébré que Orange Cassidy. Quoi. Oui, parce que MJF était dégoûté parce qu'il pensait gagner avec Wardlow, je pense que c'est pour ça. Ouais, voilà. Ouais. Donc, moi, je l'ai compris comme ça, mais c'est vrai que c'était très brouillon. Hein. C'était brouillon, ouais. La fin du match a été brouillon. Et en fait, je pense qu'il y a aussi notre ami annonceur qui a un peu brouillé le truc. Quoi. Et du coup, il y avait effectivement une espèce de temps de latence et on ne savait plus trop. Est-ce que c'était bien Orange Cassidy qui était tout seul vainqueur ou est-ce que MJF? Bref, au final, ça nous a donné une affiche Orange Cassidy MJF pour le Diamond Ring la semaine prochaine. Voilà. Et pour revenir sur la Battle Royale, alors moi je vais pas, sur l'affiche la semaine prochaine, je vais pas être super hypé parce que moi Orange Cassidy, j'y arrive toujours pas à accrocher, donc passons sur son cas. Par rapport sur la Battle Royale, j'ai trouvé qu'il était super mal filmé. Le tout début, je bitais rien, je comprenais pas. Alors déjà en plus, comme j'ai du mal à tous les distinguer les uns des autres, je comprenais rien à qui éliminait qui faisait quoi. Et en plus, j'ai l'impression qu'il avait du mal à se placer. C'est-à-dire qu'il y a des moments, tu voyais des gars au fond qui attendaient de pouvoir se positionner pour un spot et que la caméra arrive sur eux. Puis dès que la caméra arrivait sur eux, hop, ils se positionnaient sur le spot. Et puis, ouais, donc du coup, j'ai trouvé ça vraiment pas terrible en termes d'organisation. On voit qu'ils ont peut-être pas trop l'habitude d'en faire encore.
Quelques segments marquants, donc l'élimination d'Adam Page, aidé malgré tout par, le Dark Order, donc c'est un truc qui me titille un peu et j'ai trouvé pas mal le segment entre Jungle Boy et Sammy Guevara, où ils ont tous les 2 fait preuve de pas mal d'athlétisme, surtout en fait, quand ils étaient sur le bord du ring là, tous les 2 à faire un peu les funambules. C'était pas trop mal, voilà, c'est pas une grande bataille royale, mais ces 2 parties-là m'ont plu et Miro bien sûr qui a tué tout le monde, c'est toujours plaisant à voir. Alors écoute, c'était peut-être pas une très grande Battle Royale, mais pour moi qui suis la IW de manière régulière, qui connaît à peu près tous les belligérants, c'était bien parce qu'il y avait des rappels sur différentes choses. Il y a eu pour moi 2 grosses surprises avec l'élimination d'Adam Page et de Miro, que j'attendais quasiment au bout. Comme toi, je suis assez désappointé quand Orange Cassidy remporte cette bataille royale parce que moi j'ai du mal aussi avec lui et je ne comprends pas qu'il soit poussé aussi haut, même si au final le Diamond Ring ce n'est qu'un accessite. Après, il y avait aussi des rappels par rapport à ce qui se passait en ce moment avec le Dark Order qui est en train d'essayer d'embaucher Adam Page. Il y a la mise en place d'une rivalité entre Spears et Scorpio Sky. Et il y a aussi quand même le fait notable que vraiment MJF et Wardlow semblent complètement rentrer dans la team Inner Circle, même si MJF fait quand même un coup de salopard à Sammy Guevara en le foutant à la benne avec Jungle Boy. Oui. Et effectivement, pour moi aussi, tu as bien fait d'en parler, mon papy, mais Jungle Boy, pour moi aussi, c'est une confirmation. Hein, ce jeune, il est très bon. Mais tu imaginerais un truc qu'on n'a pas relevé, enfin que j'ai relevé, mais que je gardais pour la fin. J'aurais quand même eu une grosse déception dans cette Battle Royale. C'est parce qu'on parle de Jungle Boy, mais j'ai envie de dire, où étais-tu, Luchasaurus? Où étais-tu? Mais il a disparu, non? C'est depuis la fois où je l'ai vu, exploser tout le monde dans un tag team 5 contre 5 où il était énorme, depuis je l'ai plus jamais Et revu où ce il avait garçon. gagné le match clean. Ouais, un truc énorme et puis depuis, pouf! Il a disparu. Donc voilà, moi en fait, quand j'ai commencé à calculer qu'il y avait Jungle Boy sur le ring, j'ai dit bah il est où mon alter ego, il est où le Luchasaurus? Et ben non, il est pas là, quoi. Donc vraiment voilà, je n'ai pas d'explication. Tony Khan, Cody, s'il vous plaît, si vous avez le numéro de la Team Catch-Up, vous êtes prié de nous envoyer un texto là parce qu'il faudrait qu'on sache un peu ce que devient notre ami Luchasaurus. Merci. Les Français On veulent vous savoir. remercie. Voilà, ça sera bien sympathique de nous renseigner, hein, qu'on raconte pas n'importe quoi à nos auditeurs. Allez, on enchaîne avec un match, hein, parce que de toute façon, ça c'est un peu la marque de la All Elite Wrestling. Dynamite commence systématiquement par un match. Et là, ça a enchaîné, puisqu'on n'a pas eu droit véritablement à des segments backstage, etc. On enchaîne directement avec un match entre Chris Jericho et Frankie Kazarian. Il était annoncé la semaine dernière. Chris Jericho débarque bien évidemment avec l'Inner Circle. Tout ce beau monde est chaud. En l'occurrence, il y a Jack Hager et Ortiz. Pour Frankie Kazarian, ça va être très compliqué, puisque les interférences de la part des 2 gaziers qui sont ringside ne vont pas arrêter. On va avoir droit à un match de 11 minutes, plutôt sympa, quoi. Et il va y avoir quelques moments assez marrants, puisque Ortiz va vouloir monter sur l'apron avec une espèce de chaussette remplie de pièces pour frapper Kazarian, mais il y a l'arbitre Aubrey Edwards, qui va le choper et qui va il va se faire choper par la police, le Ortiz. Le Jericho, il va tenter une prise de soumission. MJF et Wardlow, ils vont arriver. Ils vont le tenir avec une serviette. Enfin bref, le Kazarien, il va tout prendre, quoi. Ils vont essayer de un peu tout. Guevara va venir aussi filer un coup de main. Jericho va se faire sauver aussi à quelques occasions, entre autres par Guevara. Il va éviter d'ailleurs un roll-up. Il va finalement réussir à porter son Judas Effect pour remporter le match. Mais alors qu'il va célébrer sa victoire, ça va chauffer dans l'Inner Circle. Et Guevara va être un peu chafouin, on va dire, contre MJF. Wardlow et Hager aussi commencent à être dans une grosse tension. Et c'est Jericho, vraiment, en grand gourou de l'Inner Circle, qui va un peu stopper tout le monde. Il dit qu'il en a marre de cette tension, quoi. Et il demande à tout le monde, là, de se reposer. Il va leur laisser une semaine pour décider s'ils veulent continuer à travailler ensemble comme une vraie équipe ou pas. Et si jamais la réponse, c'est non, et ben l'Inner Circle se séparera pour toujours. Alors là, attention, gros ultimatum de Chris Jericho pour l'Inner Circle, papy. Ouais, alors en fait c'est la suite finalement de la Battle Royale où, Un MJF peu, et oui. Guevara, je vais y arriver,
Et parce que là, en fait, MJF arrive avec la serviette pour jeter, en fait, faire Pour jeter abandonner l'éponge, Jericho, ouais. Ouais, ouais. pour jeter l'éponge. Et du coup, Guevara intercepte la serviette en disant non, non, tu fais pas abandonner, tu fais pas abandonner, c'est pas toi qui décide. Et puis du coup, ils s'engueulent pour ça, en fait. Et en fait, tu as vraiment l'impression que MJF, c'est le petit salopard dans l'équipe et tu n'arrives pas à lui faire confiance encore, et voilà, personne ne tu demandes s'il est encore si c'est pas un traître, en fait. Par contre, concernant le match, alors moi j'aimais beaucoup Kazarian et Jericho il y a 10 ans, mais là de les revoir ensemble maintenant, ça m'a fait du mal, en fait, hein. Surtout Jericho là qui est bedonnant comme jamais, c'est dur de les voir dans cet état, en fait. Ouais, alors moi je suis moins dur que toi là-dessus parce que moi je considère quand même que Jericho et Kazarian, quoi, ils sont, en particulier Jericho d'ailleurs, ils sont là toutes les semaines. Ils catchent sans arrêt. Les mecs, ils ont 45 ans, 46 ans, 47 ans et ils catchent sans arrêt. Frankie Kazarian est quand même dans une belle shape. Alors Chris Oui, Jericho, il est je suis encore d'accord en avec état. toi que Chris Jericho, effectivement, il a de la masse adipeuse, il a pris du gras, le Chris Jericho, mais comme il sait raconter une histoire, bah, il compense quand même beaucoup de choses, quoi. Et donc, ouais, donc sur ce plan-là, je serais un peu moins dur que toi là-dessus. Ouais, mais tu vois, moi Jericho finalement, je me rends compte là, semaine après semaine que je l'apprécie plus hors du ring que dans le ring maintenant. Et ça me fait un peu triste parce que c'était quand même un des tops, en termes de in-ring, en fait, pendant des années, des décennies, j'ai envie de dire. Ah oui, c'est sûr. Ah oui, pendant des décennies, on peut le dire, ouais. Mais bon. Ouais, et écoute, c'est comme ça, mais ouais, ouais, voilà, je suis un peu plus indulgent. Allez, derrière, on va aller à un petit segment backstage puisqu'on va avoir Marvez, l'intervieweur, qui avec les Young Bucks. Voilà, les Young Bucks, ça y est, hein, c'est vrai que depuis la hashtag 14, et ben aujourd'hui, on est dans la hashtag 15 et il s'est passé des choses. Les Young Bucks sont champions de la All Elite Wrestling Tag Team. Oui, l'intervieweur, il va leur rappeler au début c'est vrai qu'il leur avait collé il lui avait collé un super kick, mais c'est souvent qu'il colle des super kicks comme ça. Donc les champions par équipe nous déclament qui sont des Fighting Champions, qui vont donner un title shot au Hybrid to Hybrid, qui est une équipe qui réunit Angelico et Jack Evans. Pour les anciens de la Lucha Underground, vous les aurez reconnus. Il va y avoir une autre équipe qui va arriver que je connaissais pas très bien, qui vont arriver, et les Hybrid to Hybrid vont en profiter et vont venir attaquer les Bucks. Et seulement ils vont être sauvés par Kazarian qui passait par là, qui sortait de son match, et Christopher Daniels qui vont venir faire le sauvetage. Donc de toute façon, ça bouillonne, hein, dans la Tag Team Division du côté des Young Bucks depuis qu'il y a le titre là. Donc c'est plutôt, moi je reste emballé et je vous avoue que je suis plutôt très content d'avoir Angelico et Jack Evans qui sont une équipe que j'aime beaucoup, mon papy. Et les Hybrid to Hybrid, je tiens à le signaler, c'est deux frères, deux très jeunes frères, et qui m'ont fait une belle impression dans leur premier match face aux Bucks. Ils avaient eu droit à un shot face aux Bucks, et c'était vraiment un match de très bonne qualité, et je pense que c'est une équipe de jeunes à suivre et à revoir. Ouais, Papy, j'ai l'impression que ça recrute à tour de bras des jeunes talents, dans le disons tag team, sur, les AEW. ouais, il y a beaucoup de jeunes là. Alors, il n'y a pas eu de match, hein, ce soir dans la Tag Team Division parce que la carte était bien, bien grosse, malgré ce qui va suivre. Mais du coup, voilà, moi je suis vraiment emballé, hein, par la Tag Team Division de la AEW. Il y a plein d'équipes sympas, il y a les private parties. Voilà, dans les clans, à chaque fois, il y a systématiquement des équipes aussi en place. Donc, vraiment, ça donne de l'action. Les Young Bucks ont mis longtemps à choper enfin ce titre. Et ça y est, les revivals ont été mis un petit peu en arrêt là depuis la perte de leur titre. Donc je sais pas, peut-être qu'ils ont eu droit à un peu de repos aussi, hein, c'est tout à fait possible. Et puis voilà, la IW, elle ne souffre pas justement de l'absence de telle ou telle équipe, puisqu'il y a beaucoup d'équipes qui sont là et qui participent un peu à toute l'action. Et ça, moi, je trouve ça vraiment notable et vraiment, je le reconnais largement à la All Elite Wrestling. Là, ce que je reconnais beaucoup moins, c'est la division féminine, et on va rentrer en plein dedans. Et en plus, on va être dans la mid-card de la division féminine, puisqu'on va avoir un match entre Britt Baker et Leila Hirsch, qui c'était, je crois, peut-être son premier match à All Elite Wrestling. Ah non, je crois qu'elle avait fait des matchs à Dark. Et on va avoir un match de 9 minutes avec une victoire de Dr. Britt Baker. Bon, il va se passer pas mal de choses. Elles vont avoir beaucoup plus de temps que ce que j'imaginais, mais ça va être un gros match de mat wrestling, puisqu'il va y avoir énormément de travail autour des prises de soumission.
Voilà, Baker est une heel, hein, donc elle profite de tout un tas de trucs quand on fait attirer l'attention de l'arbitre, etc., pour faire tomber l'adversaire. La première contre le turnbuckle, ensuite elle va mettre un neck breaker, elle va coller sa prise de finisher, c'est un lockjaw, je crois que ça s'appelle, c'est ça, ouais, un brise-mâchoire ou un verrouille-mâchoire, pour faire abandonner Hirsch. Donc ça se termine bien avec une prise de soumission à l'image du match. Après la victoire, évidemment, la Hill va refuser de lâcher la prise, va vouloir faire encore plus de mal à son adversaire du soir. Mais il y a Thunder Rosa qui va débarquer du public, qui va s'en prendre à Baker. Les arbitres ils vont essayer de les séparer, mais ça ne va pas marcher parce que Reba va venir frapper Rosa, elle aussi, par derrière. Hirsch, elle ne va pas oublier Reba, elle va poser une Saito Suplex, donc qui a un petit gabarit Hirsch, hein, mais quand même assez étonnant. Et voilà, le match se finit un peu comme ça, un petit peu dans un mini chaos, on va dire. Mon papy, convaincu par ce match de la division féminine de la IW, ou on reste sur les mêmes sensations jusqu'à présent? Et de manière surprenante, je pense que c'est la première fois que je vois un match féminin à peu près propre à la IW. Britt Baker, tu vois, quand j'ai commencé à regarder, elle était déjà pas très, donc je l'avais jamais vu catcher. Et c'est que depuis récemment que je l'ai vu catcher. Je trouve que finalement, elle est pas si mal que ça, parce qu'elle a quand même de vrais moves, pas mal de moves vraiment impressionnants. Je crois elle a aussi un cœur sombre dans Aussi, ouais. son in-ring, donc elle a vraiment des moves sympas à voir. Et je trouve que pour une fois, c'est une des rares filles qui se détache un peu du lot, à l'AEW. Parce que malheureusement la championne, qui est peut-être très bien, je la vois toujours faire des matchs pourris parce qu'elle a toujours des adversaires pourris. Et donc du coup, je me dis au moins avoir une heel comme ça qui se détache un peu du lot, si après elle se retrouve, dans le main event, ça pourrait peut-être enfin, faire décoller la division féminine avec une heel, convaincante et une face convaincante. Donc tu vois, je vais pas trop être violent sur ce match-là parce que voilà, j'étais plutôt agréablement surpris par rapport à tout ce que j'ai vu de la division féminine depuis des mois maintenant. Ouais, écoute, moi c'était pas fou, hein, mais je trouvais que c'était pas trop. Alors, moi, le problème, c'est que je suis pas un fan de Dr. Britt Baker, donc j'ai un peu du mal avec elle. Et du coup, j'étais plutôt pour Leila Hirsch. Ouais, mais qui était pas mal, hein, cette petite, hein. Elle a fait Ouais, des bons, elle vient du MMA ou une connerie comme ça, je pense, et du coup, elle a quand même des moves sympathiques, hein. ouais. Et du coup, voilà, quelque part, Britt Baker a réussi son travail avec moi, puisque comme j'en suis pas du tout un fan, j'ai été plutôt du côté de Hirsch. Et bon, ça a pas payé, mais ça va arriver. Et pour parler toujours de la division féminine à la AEW, je rebondis, puisqu'on aura une petite vidéo de Hikaru Shida, la championne actuelle, hein, qui va s'adresser, puisqu'il y a une nouvelle arrivée, aussi une nouvelle recrue dans la division féminine qui s'appelle Abaddon, qui est un peu en mode horrible zombie. Et d'ailleurs, la championne féminine, elle a adressé un message direct à cette fameuse Abaddon pour lui expliquer que de toute façon, elle, c'est qu'une nénette qui fait du cosplay de zombie. Ça lui fait pas peur, mais bon, ça lui fait pas peur, mais elle se barre vite fait quand même, quoi. Elle veut pas trop insister. Donc Ouais. voilà, pour l'instant, on peut dire que dans les probables challengers Hikaru Shida, pardon, on a certainement Abaddon, donc il vient de se présenter, Britt Baker qui commence à être pas loin de la title picture, et Nyla Rose qui va, la semaine dernière, qui avait fait un package vidéo avec Vicky Guerrero, qui est sa manageuse, et où elle annonçait que de toute façon, oui, Nyla Rose allait être aussi de retour dans la title picture. Donc effectivement, un soubresaut peut-être dans la division féminine, ça commence à s'animer. Espérons pour 2021. Voilà, c'est tout le souhait qu'on peut leur faire aux filles de la All Elite Wrestling. Allez, on enchaîne avec un match, puisqu'on va avoir un match de tag team. Alors là, une tag team de circonstances, en l'occurrence, puisqu'on va avoir Darby Allin, donc le TNT champion à l'heure actuelle, et qui va être associé ni plus ni moins qu'au vice-président, en l'occurrence Cody Rhodes, et qui vont être accompagnés de Hall of Famer Arn Anderson. Ils vont affronter la team Taz, qui est représentée par Ricky Starks et le Powerhouse Ops. Donc mon bon papy, tu as pu découvrir certainement Ops, voilà, managé par Taz, voilà, c'est un autre clan de la All Elite Wrestling où figure également Brian Cage, The Machine. Donc là, il y a du lourd du côté Taz. Il y a du kilo, il y a de la viande, il y a de la barbaque. Alors que du côté Darby Allin et Cody, c'est déjà un peu plus speed, un peu plus léger. On va avoir un match d'une douzaine de minutes, je crois, 11 minutes 24 exactement, pour être totalement complet. Un match plutôt pas mal, ça va plutôt bien envoyer. Moi, j'aime beaucoup Cody. Alors déjà, et je suis
Assez surpris par Hobbs. Je suis un peu moins fan de Ricky Starks, donc du coup ça équilibre. Je suis pas trop fan de Darby Allin, moi, mais ça vous savez, pas de catch-up, hein, parce que je le dis quasiment, je crois que depuis le début que je fais des bastons du mercredi. Donc le voir TNT champion, en plus c'est un peu compliqué. Il va se passer pas mal de choses. Il va y avoir, Cody va pouvoir passer un peu ses moves. Il va passer entre autres un disaster kick à Hobbs à l'extérieur qui va être plutôt bien porté. Il va vouloir en finir avec Starks, mais ça va pas marcher, qui va le contrer. Cody va continuer un peu à être en contrôle, va réussir à faire un tag à Allin qui va coller son flying cutter, qui est un des moves qui réussit plutôt bien, que j'aime plutôt bien de Darby Allin, je dois reconnaître. Cody va distribuer, il va nous faire des dives à l'extérieur, pendant Allin va coller son coffin drop pour la victoire des Faces. Après le match, ça va continuer parce que Hobbs, il va continuer à venir attaquer Allin. Anderson, il va vouloir le défendre. Il va frapper Hobbs, mais Jono, il va se débarrasser plutôt facilement du papy, on l'imagine bien. Dustin Rhodes va débarquer pour venir filer un coup de main aux Face. Mais évidemment, il y a Brian Cage qui va débarquer. Donc là, on est dans un overbooking total à la fin de ce match. C'est un bordel grave de chez grave. Les Heels sont dominateurs, il faut bien le dire. La Team Taz est en train de démonter les Faces. Là, à ce moment-là, les lumières s'éteignent. Il y a une vidéo qui annonce l'arrivée d'un catcheur. Et là, mes amis, le catcheur qui va apparaître sur le petit canton, c'est ni plus ni moins que Sting. Oui, vous avez bien entendu, c'est Sting, le vétéran de la WCW, de la WWE, qui fait son entrée. Il arrive évidemment avec sa batte de baseball. Il va faire fuir toute la Team Taz à lui tout seul. Et il va regarder longuement Cody, Anderson, les Rhodes, Darby Allin. Et tel qu'il était venu, il va repartir seul vers les coulisses. Alors, mesdames et messieurs, peuple de catch-up, vous imaginez bien, là, le moment important de tout ce match et ce segment, c'est bien évidemment l'arrivée de Sting. Je vais vous faire son CV après les impressions du papy. Mais là, mon papy, match de 12 minutes, gros match tag team, et derrière l'arrivée d'une légende du catch mondial. Et c'est ça, et du coup, voilà, c'est ce que je disais en ouverture, c'est que ça ressemblait vraiment à un weekly qui ressemblait vraiment à un pay-per-view, parce que l'arrivée surprise d'une légende, c'est comme typique du genre de choses que tu aurais vu en pay-per-view. Et donc voilà, donc bon, forcément, vu son état physique, on s'attend pas à le voir catcher. En tout cas, moi, je n'attends pas, j'espère qu'il n'y a pas catché Sting. Par contre, on sait qu'en termes de personnes, figure d'autorité ou manager ou autre, c'est quand même plus quelqu'un qui fait super bien le taf. Moi, j'ai des super souvenirs de lui, notamment à la TNA, de son nom de l'époque, où il jonglait un peu entre toutes les positions. Et donc voilà, je l'aime plutôt bien, moi, Sting. Le match en lui-même, Darby Allin, effectivement, c'est mode crevette, en fait. C'est un peu comme notre champion nord-américain de NXT, c'est la crevette. Donc il est quand même un poil plus actif dans le ring. Mais c'est vrai qu'on a toujours du mal à y croire quand on voit que même Cody qui a pris du muscle, mais qui est pas non plus la bête monstrueuse dans le ring, par rapport à lui, tu as l'impression que c'est un géant, quoi, Cody. Donc voilà, bon, la team Taz, par contre, est bien musclée, hein. Là, c'est du gros du muscle, mais bon, l'essentiel, c'est Sting. Et puis, où est Sting? Où va-t-il se positionner? Est-ce qu'il va être heel face? Est-ce qu'il va être dans le camp de Cody ou contre Cody? Parce que, mine de rien, alors, tu seras peut-être plus expert que moi là-dedans, mais Sting, c'est beaucoup WCW, et qui dit WCW dit Papa Rhodes. Donc peut-être qu'il y aura ça va jouer là sur cette corde-là aussi, et Arn Anderson aussi d'ailleurs. Donc j'attends de voir ce que ça donnera. Si c'est le Sting hors ring qui arrive, je suis très impatient de le voir. Alors, les milieux autorisés s'autorisent à penser que Sting a un contrat assez spécifique, puisque il a un contrat en or, même, je vais te dire, puisque apparemment il aurait le droit d'être violent avec les gens, mais personne n'aura le droit de le toucher. Il ne devra pas subir de coups. Donc, tu vois, déjà, ça commence plutôt pas mal, ça. Tant mieux. Il pourrait pas jouer son mec badass et sans risquer sa santé. Ouais, alors maintenant, on va faire un petit arrêt Sting, justement, mon bon papy, parce que pour les jeunes du peuple de catch-up qui nous écoutent, qui connaissent plus ou moins le personnage, mais sans exactement le situer, on va vite vous faire un petit rappel, hein. Sting, il est américain, il s'appelle Steve Borden, de son vrai nom. Ce gars, c'est une légende totale, hein. Il est né en 1959, il a 61 ans, quoi.
Il fait 1m91, il fait 115 kilos. Il a catché partout. Il cumule 33 titres à lui tout seul, quoi. Donc je pense que quand même ça pose un homme. Hein. Évidemment, c'est un historique total et absolu de la WCW qui était la grande concurrente de la WWE, hein, mais il a été partout. Hein. Il a été à la EWF, il a été à la National Wrestling Alliance, la World Championship Wrestling, bien évidemment. Il ne sera arrivé à la WWE qu'en 2014, seulement en 2014, où il aura une rivalité entre autres face à Seth Rollins et Triple H à WrestleMania. Et il a bien évidemment fait les beaux jours de 2003 à 2014 de la TNA, hein, où là, il a collectionné les titres en permanence, quoi. Le type est incroyable. Le type paraît en belle forme pour un gars de 61 ans. Et vous rappelez toutes ces rivalités. De toute façon, il a eu des rivalités de toute façon avec les plus grands, quoi qu'il arrive, même il n'aura catché que très peu à la WWE. Voilà, on peut dire qu'il aura affronté les plus grands. Ou ça marche dans l'autre sens. Les plus grands l'ont affronté. Voilà, ce gars-là, c'est une légende absolue du pro wrestling. Je vois pas trop ce qu'on peut dire de plus sur ce gars. Peut-être pour les plus jeunes qui connaîtraient pas ses finishers, son Scorpion Deathlock, son Scorpion Death Drop, qui est un DDT, et son Moment of Truth, quoi, avec un belly to belly pile driver. Voilà, papy, hein, je crois que voilà le CV de Sting. Je pense que ça évoque quand même des choses. Il a fait partie, bien évidemment, de grands clans aussi, puisqu'il a fait partie des Force Horsemen. Il a fait partie de la NW Wolfpack. Il a été à la Main Event Mania, Main Event Mafia, qui était à la TNS. Hein. Oui, c'était ça. Et puis, il était aussi figure d'autorité de la TNA pendant un bout de temps. Il était en rivalité, notamment avec Hulk Hogan, si je dis pas de bêtises. Ouais, tout à fait. Et aussi, alors c'est marrant parce qu'en fait, il a un personnage adapté alors je sais plus si c'est un comics ou pas, mais en tout cas du film The Crow. Alors qu'à ses débuts, il était plutôt coloré, Sting. C'est que depuis, c'est la fin de son passage à la WCW qu'il est devenu plus dark, si je dis pas de bêtises, en mode The Crow. Et puis quoi dire d'autre? Bah si, alors un truc peut-être que ceux qui sont plus jeunes du coup ont peut-être que vu ce match-là, c'est il a fait partie du fameux match avec Jeff Hardy où Jeff Hardy était complètement drogué Ouais. et où il a fallu et où il a dû le gérer en direct, en live, en pay-per-view et le maintenir sans se blesser parce que dans l'état où était Jeff Hardy, c'était ultra compliqué. Donc il a fait partie de ce j'ai pas envie de dire grand moment parce que c'est pas vraiment un grand moment, mais de ce moment marquant de l'histoire de la TNA. Voilà, donc c'est la première grosse info de ce Dynamite de l'hiver qui arrive à la All Elite Wrestling. The Icon, The Stinger, The Insane Icon, The Franchise, The Vigilant est à la All Elite Wrestling. Nous verrons la suite. De toute manière, il est d'ores et déjà annoncé qu'il va parler dès la semaine prochaine. Donc, on va vite entendre parler à nouveau du Stinger à la All Elite Wrestling. Allez, là, on rigole plus, les amis. Peuple de catch-up, on passe au main event de ce Winter is Coming, qui n'est ni plus ni moins que le match pour le AEW World Championship, qui va voir s'affronter Kenny Omega, qui a gagné son droit à devenir number one contender, face à Jon Moxley, le champion en titre. Alors là, écoutez, on va avoir un match de 28 minutes 28. Voilà, weekly, match de championnat du monde. Ça fait plaisir, un match quasiment de 30 minutes. Alors la grande histoire de ce match, parce que je vais bien évidemment pas vous faire le play-by-play de ce match, il faut savoir que Jericho, l'ami personnel de Chris Jericho qui s'appelle Don Callis, va être à la table des commentateurs pendant ce match, qui va être un supporter affiché et résolument engagé de Omega. L'histoire de ce match, ça va être que les deux lutteurs vont essayer en permanence d'éviter le finisher de leur adversaire. Ça va être une bagarre permanente, ils vont essayer de le passer plusieurs fois. Moxley va même réussir à le placer à un moment, mais sur du béton, parce qu'évidemment, ça va sortir de partout pendant ce match. Il va y avoir même un Toubib qui va débarquer pour voir un peu où on est Omega. Callis va sortir des trucs de commentateurs pour essayer de voir un peu comment ça va. Moxley va être dégagé pour continuer le combat. Il va remonter Omega sur le ring, il va encore le frapper à la tête. Omega va de plus en plus mal au fur et à mesure.
À un moment, Callis va même demander au micro qu'on arrête le match parce qu'il va dire que Omega est blessé, que ça peut plus continuer comme ça. Moxley il va le dégager en disant en mode rien à foutre, quoi, mais dégage, toi, mais t'es qui, quoi, clairement, t'es qui. Omega, il va réussir à choper un micro, il va frapper Moxley avec. Finalement, le Canadien, qu'est-ce qu'il trouve à faire? C'est de retirer la protection du genou et il va porter un premier V-trigger à Moxley. Il va en porter plusieurs à la suite. Quand on sait que le V-trigger est quand même une prise de finisher assez stiff, ça va être vraiment de plus en plus tendu pour Moxley. Finalement, enfin, Omega va réussir à passer son One-Winged Angel et il va, à la surprise ou pas générale, remporter le match et donc remporter le titre AEW. Kenny Omega devient champion du monde de la All Elite Wrestling. C'est Callis qui va venir monter sur le ring pour lui remettre le titre. Et ils vont retourner, mais vraiment vite fait, bien fait, dans les coulisses. Ils vont croiser plusieurs officiels, dont Tony Khan, le président de la All Elite Wrestling, qui comprennent pas trop ce qui vient de se passer. Ils sont un peu tous choqués, quoi. Les Canadiens les ignorent, quoi. Ils passent devant tout le roster qu'il ait eu. Ils se rendent direct sur le parking. L'intervieweur essaye, mais ça marche pas. Il se barre. Et Callis répond juste que vous en saurez plus la semaine prochaine. Vous en saurez plus mardi. Là-dessus, l'intervieweur lui dit ouais, mais Dynamite c'est le mercredi. Mais Callis lui répond que Impact Wrestling c'est le mardi. Donc voilà, après 30 minutes de match de fou, le Dynamite se termine sur cette dernière image. Et un peu ce truc un peu bizarre on fait référence à Impact Wrestling qui se déroule mardi soir. Alors papy, voilà, là il s'est passé 2 faits vraiment marquants, un changement de titre, nouveau champion à la Haute Wrestling, un main event de 30 minutes et derrière une espèce d'énigme posée par Omega. Et oui, et c'est marrant parce que j'ai pas le même qualificatif que toi. Tu as dit 30 minutes d'un match de fou. Moi, j'ai envie de dire 30 minutes d'un match de daube. Mais Ah ouais? c'était pas beau. Je me suis fait chier, c'était affreux. Ah C'était ouais? affreux, je me suis fait chier tout du long. Mais oui, et je suis désolé pour ces 2 braves gens. Mais à un moment, je me suis rendu compte que j'ai regardé mon téléphone en même temps. Je dis: «Bah, attends, c'est pourquoi je regarde mon téléphone, le match, c'est la pub ou pas?» Non, non, ça continuait, c'est juste que c'était tellement chiant que j'avais décroché complètement. Et je trouvais qu'ils allaient à 2 à l'heure, mais c'était pas possible. Les coups d'Omega, ils sonnaient plus faux que jamais. J'ai l'impression qu'il tapait à 3 kilomètres de la tête de Moxley, pardon. Et à un moment, il tombe dans un espèce de truc chauffage, c'était un truc en carton, là, ça faisait faux comme pas possible. Et là: «Ah, il est mort, Omega, il s'est brûlé, vite, sauvez-le!» Non, mais il s'est mis la tête dans un truc en carton, là. Arrêtez les frais. Et puis, overbooking à la fin et victoire d'Omega sur la tricherie. Alors sur les 30 dernières secondes, par contre, effectivement, ses vice-rigueurs étaient très stiff. Alors j'ai dit: «Enfin, ça bouge!» Alors putain, pendant le reste du match, je me suis dit: «Mais c'est quoi ce truc-là?» Il a 110 ans, quoi, Omega, là. Il allait à 2 à l'heure, quoi, et je me suis fait chier tout du long. La dernière 30 secondes était plus intéressant et puis, là, du coup, le mystère, Impact, pour le coup, moi, ça m'intéresse plus que le reste du match. Du coup, je me suis fait chier pour le match. À dire, ils vont dans une autre fédération, c'est le champion du monde qui va dans une autre fédération. Là, ça sent la bonne opération de com des fédérations liées. C'est un bon coup de com' du coup, parce que annoncer comme ça, d'une semaine sur l'autre que tu regardes Impact la semaine prochaine, je serais pas étonné qu'Impact cartonne du coup la semaine prochaine avec cette annonce-là. Et sincèrement, je me suis fait chier. J'ai trouvé ça affreux comme match. Bien, écoute, c'est une belle baston parce que moi j'ai beaucoup aimé le match. Alors je l'ai pas adoré, c'est pas le kiff de ma life, ça n'a pas été par exemple, je sais pas, le Roman Reigns versus McIntyre. Pas du tout. Je te rejoins sur différents aspects. Je te rejoins sur le fait que c'était lent, qu'il y a certains passages en fait où j'ai pas compris pourquoi justement ils étaient dans si peu d'intensité, qu'ils étaient au ralenti. Il y a même eu des moments où je me suis demandé s'il n'y en avait pas un des deux qui s'était véritablement blessé et que c'était pour ça qu'ils avaient ralenti le tempo. Donc c'est vrai que du coup, je suis totalement d'accord, il y a 10 à 12 minutes de trop dans ce match. Là-dessus, parce que j'ai vu que c'est un match qui a été noté entre 4 et 4,75. Moi, écoute, j'aurais mis un 3,25, tu vois. Voilà, ma note de tonton Chris, ça aurait été un 3,25 à ce match. Il y avait effectivement, c'était trop long. Mais moi, j'ai bien aimé le principe que
Les deux gars essayent absolument par tous les moyens d'éviter pendant toute la première partie du combat de choper le finisher de l'un et de l'autre. J'ai trouvé que c'était plutôt bien foutu. J'ai trouvé que le mec Kali c'était totalement insupportable au micro et que du coup j'en étais de plus en plus à souhaiter la victoire de Moxley au fur et à mesure du match. Et ce qui a fait que ça m'a amené d'autant plus vers une surprise de voir Omega gagner le match, puisque je commençais à me convaincre au fur et à mesure du temps que Moxley allait le garder. Je me suis dit, Omega va pas prendre le titre, il va le prendre à une autre occasion. Peut-être que là, c'est pas assez gros pour lui, ce Winter is Coming. Et ils vont peut-être attendre, ils vont peut-être être un peu plus patients encore avec lui. Et finalement, non, c'était la vengeance du début en fait des All Elite Wrestling. Quand Moxley avait saccagé la tronche à Omega. Donc voilà, il a pris sa revanche, il a gagné le match, il a gagné le titre. Du coup, effectivement, il y a cette énigme d'impact. Alors voilà, je ne sais pas pourquoi c'est arrivé comme ça sur un... Là, moi, je n'ai pas d'explication. Donc s'il y a un fact-checking dans les commentaires de la part du peuple de Catch-Up, il sera le bienvenu parce que je n'ai pas d'explication à ça. Je n'ai pas compris pourquoi ça tombait ça comme là, comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Donc écoute, du coup, ça a été la surprise. Voilà, ainsi s'achève ce main event de Dynamite. Mon bon papy, nous arrivons dans le vote ultime de la baston du mercredi, puisque tu vas pouvoir donner ton vote de cette baston du mercredi du 2 décembre 2020. C'est à toi. Tu vois, je suis très partagé. Voilà, en même temps, j'ai l'impression de dire ça toutes les semaines. Mais enfin, toutes les semaines. C'est un peu le concept. C'est un peu le concept de la baston. Et c'est vrai que quand tout à l'heure tu feras les ratings, on verra que les suiveurs étaient beaucoup moins partagés que moi. Et en fait, je vais les suivre, les suiveurs. Enfin, bon, je viens de le dire, j'ai détesté le main event de le All Elite Wrestling. Voilà, je vais y arriver. J'arrive toujours pas à comprendre ce que j'ai vu. Tu vois, j'étais à la fois prostré et à la limite de rire, en fait, en me disant: «Mais c'est quoi cette histoire? Ils se foutent de ma gueule?» Mais d'un autre côté, je ne peux pas reprocher à l'Elite Wrestling de ne pas m'avoir donné envie de voir ce qui se passera la semaine prochaine. Que ce soit Sting, que ce soit, donc le nouveau champion, même si je l'aime pas, mais en tout cas, c'est un champion qui va à Impact. Putain, pourquoi il va à Impact? Qu'est-ce qui se passe? Bah, mine de rien, tu vois, ils ont teasé tellement de choses que je me dis: «J'ai envie de voir ce qui se passera la semaine prochaine». Là où NXT qui est un Go-Home Show, j'ai envie de voir Wargame, mais pas parce que, on m'a montré dans le Go-Home Show, mais parce que Wargame, je sais que c'est un pay-per-view, de toute façon je vais m'éclater parce que j'adore cette stipulation. Donc tu vois là, c'est là la différence entre les 2. Et donc du coup, je donne la victoire à la AEW. Je crois que c'est la première fois que je le fais, depuis, le début, de mes participations, à la baston. Mais voilà, parce que malgré tous les défauts de cet épisode, j'ai trouvé qu'il m'avait donné envie de voir la suite. Et bah, c'est quand même un peu ça qu'on demande à un show de catch hebdomadaire, c'est de donner envie de suivre. Donc bravo là au Elite Wrestling de m'avoir transmis ce sentiment. Donc le point de papy va à la All Elite Wrestling, peuple catch-up. Et concernant le tonton Chris, je pense que vous l'aviez de toute façon compris. Moi, bien évidemment, je donne mon point sans coup fait rire à la All Elite Wrestling également. Le NXT de cette semaine était pas mal avec un bon main event. Pour moi, c'était un NXT genre à 2,75. Voilà, il y a eu beaucoup de low mid-card à NXT quand même aussi cette semaine, j'ai trouvé quoi. Ils ont pas mis début chiant. Ouais, ils ont pas mis grand-chose en face finalement à la All Elite Wrestling cette semaine. À croire qu'ils pensaient qu'ils allaient se faire tellement défoncer de toute manière par le main event que donc du coup ça c'était un petit peu peut-être un petit peu décevant, mais bon voilà. Pour moi, de toute façon, la All Elite Wrestling est largement devant, donc je lui donne mon point sans coup fait rire. Et ce qui nous donne, concernant les ratings maintenant, avant de vous donner les ratings de la baston, eh bien les ratings ont confirmé, puisque Winter is Coming a réuni pas loin à friser avec le million, puisqu'il a été à 913 000 téléspectateurs, alors que NXT, lui, n'a fait que 658 000, donc gros snack dans la gueule de NXT, sachant qu'en plus, sur la 18-49 ans, la AEW a fait une progression énorme puisqu'ils ont doublé ce qu'ils font. Ils sont à 0.42 quand on sait que Raw est à 0.52 cette semaine. Donc vraiment, la All Elite Wrestling est chaud sur les 18-49 ans. Et alors que par contre, du même côté, NXT baisse sur la même tranche d'âge, tu vois. Ouais. Il passe de 0.20 à 0.16, quoi. Donc c'est un des plus bas de l'année pour NXT. Alors qu'il faut que... Ouais.
excuse-moi, après c'était des stratégies décalées finalement parce que Oui, NXT buildait son Wargame du samedi ou du dimanche, je sais plus, enfin du week-end en tout cas, tandis que là c'était le gros, c'était finalement le pay-per-view de l'AEW qui était en plein milieu de semaine là, donc bah, forcément le momentum était pas tout le même. Moi, si j'avais dû choisir entre 2, j'aurais certainement choisi aussi l'AEW, parce qu'entre un go-home show et un show de pay-per-view, bah, tu as quand même envie de voir le pay-per-view, quoi. ouais, je suis d'accord, hein, bien évidemment. Donc voilà, au niveau des ratings, 913 pour la AEW, donc vainqueur également dans les ratings de la télévision et dans les ratings de la baston du mercredi de catch-up. Ça nous donne donc eh bien, 7 victoires pour la AEW, 5 victoires pour NXT et 3 matchs nuls pour cette édition hashtag 15 de la baston du mercredi. Et c'est ainsi que ça va pas se finir comme ça. Chose promis, chose due. Les amis, nous allons vous balancer nos pronos pour Wargames. Hein. Nous espérons bien évidemment d'ailleurs vous en faire une petite review. Alors mon papy, est-ce que tu es prêt? J'ai tout ce qu'il faut devant moi. De toute manière, c'est bien un takeover. Hein. Il y a 5 matchs comme d'habitude. On va commencer par le single match. On en a parlé dans notre review. Le premier match, c'est Tommaso Ciampa versus Timothy Thatcher. Papy? Ah bah, je vais voter, Timothy Thatcher, de manière surprenante, mais c'est parce que justement je trouve qu'il perd beaucoup trop et le fait d'avoir vu, un de ses élèves se rebeller, ça me laisse l'espoir qu'il a un coup de main pendant le match, qui lui permette de gagner et relancer un peu son personnage, du coup peut-être en tant que chef de clan. Ça voilà, c'est toujours ma façon d'imaginer les choses, je vois plus loin et du coup pour voir loin, je donne la victoire à Timothy Thatcher. Eh ben moi je vais donner l'inverse, puisque moi je vais donner la victoire à Tommaso Ciampa, que j'estime qui est de retour là et qu'ils aiment qu'il soit fort, Tommaso. Et je pense que voilà, ils vont justement se servir de cette mini rivalité là avec Timothy Thatcher pour faire remonter Tommaso Ciampa vers les cieux du main event. Deuxième match, ce sera un strap match et il va donc voir s'affronter Dexter Lumis à Cameron Grimes, mon papy. Oui et ben, c'est, un des 2 matchs qui aura cette stipulation me concernant. C'est-à-dire, c'est un match où je veux absolument qu'ils arrêtent dans la foulée cette rivalité et donc pour cela, je souhaite, ardemment une victoire de Dexter Lumis pour arrêter les frais et qu'il fasse autre chose ensuite. Exactement les mêmes raisons que toi, voilà, on est total raccord, puisque moi aussi je vote pour Dexter Lumis. Moi aussi je veux qu'il aille plus haut dans le roster de NXT. Cameron Grimes ne m'intéresse que très peu. Et donc du coup, j'espère bien qu'il va jobber. Voilà. Alors, derrière, on va avoir un match, à mon avis, qui devrait être pas trop mal, même si bon, j'ai quelques réserves quand même. Le North American Championship, il va voir s'affronter dans un triple threat match, une triple frite, mes amis, Damian Priest versus Leon Ruff versus Johnny Gargano. Et puis, Et bah, donc Gargamel est dans la place. voilà et donc ma deuxième stipulation du «je ne veux plus voir ça ensuite», donc je ne veux plus voir Leon Ruff ensuite, en rivalité avec les 2 autres, donc je vais souhaiter une victoire soit de Damian Priest, soit de Johnny Gargano et en l'occurrence, je donnais ma victoire à Johnny Gargano et oui, moi, papy, je donne une victoire à Johnny Wow. Gargano. C'est parce que je pense simplement que, bah, toutes ces histoires de mecs qui tournent autour avec les masques, là, je pense que ça interviendra. Ils ont plus tendance à aider, Johnny que Candice, donc je pense que ça sera durant ce match-là qu'il y aura l'intervention. Wow. Effectivement. Ouais. Ça te fait mal, hein, de voir Damien Priest perdre? Ça me fait mal de voir Damian Priest perdre, je te confirme, puisque moi je donne la victoire, bien évidemment, à Damian Priest. Clairement, je veux qu'il reprenne sa ceinture. Pour moi, Gargano, il va pas être dans la hype le soir de Wargames, parce que je pense qu'on va en parler plus haut, mais je pense que Candice va prendre très très cher. Donc il va pas être dans de bonne humeur, notre ami Johnny. Et je pense que Damian Priest, il n'attend qu'une chose, c'est de reprendre cette ceinture qu'il n'aurait jamais dû perdre à mon goût. Donc je donne la victoire à Damian Priest. Allez, là on passe dans les deux main events, hein, le féminin et le masculin. Je ne ferai pas de différence entre les deux. Donc on va commencer avec les garçons et on va donner l'Undisputed Era pour sa 4e participation aux World Games. Bobby Fish, Roderick Strong, Kyle O'Reilly et Adam Cole qui vont affronter Pat McAfee, Pete Dunne, Danny Burch et Oni Lorcan. Mon papy, ce War Games masculin. Et alors l'affiche est pas la plus alléchante qu'on a eue, à War Games, hein, Non. bah, l'équipe McAfee, vraiment me fait vraiment pas rêver.
hormis Pete Dunne, on l'a déjà expliqué 100 fois, c'est un super catcheur. Mais en fait, même si c'est un super catcheur, le fait qu'il fasse partie de cette équipe-là, bah, ça me fait vraiment pas rêver. Mais en même temps, heureusement qu'il est Heu là. et en même temps, heureusement qu'il est là pour sauver un peu le niveau. Donc je ne sais pas quoi dire. Je vais le donner pour, franchement, j'en sais rien, je sais pas quoi faire. Allez, l'équipe Pat McAfee, allez au pif, parce que je vais le donner au heel parce que je vais le donner au face, pour les filles, donc je vais le donner au heel de ce côté-là et puis sans raison, à noter quand même qu'on n'a pas de champion du monde ce soir enfin champion du monde, champion NXT sur la carte d'un takeover, comme ça fait toujours un petit peu triste. Et pas de champion du monde par équipe non plus. Tout à fait. Bah, en même temps, ils y sont parce qu'ils Ah, ils y sont, c'est par chez leur cadre, mais c'est vrai qu'ils montent jamais leur ceinture, mais sinon ils sont champions, hein. Ils y sont, mais le titre ne sera pas défendu. Tout à fait. Voilà. Et notre dernier Toi, match, tu votes quoi? c'est donc Tu honneur aux toi? femmes. Elle n'est tenue que par Pete Dunne. Elle ne tient que par Pete Dunne. Pour moi, Burch et Lorcan auraient dû défendre leur titre par équipe et ne pas être dans le War Games. On aurait dû nous trouver 2 autres gars. Et ça m'aurait paru beaucoup plus crédible et beaucoup plus sympa. Du coup, moi, juste par esprit de confrontation, je vais donner les vainqueurs. Je vais donner Très bien, c'est la vraie baston. Voilà. Pas vraiment. Et alors, ça aurait été vraiment une vraie baston. Là, c'est prono pour finir. Et on va finir avec le match féminin. Donc, du coup, la team Blackheart versus la team Candice. Donc, la team Blackheart, c'est Shotzi Blackheart, Ember Moon, Rhea Ripley et Shirai qui vont affronter la team Candice. Toni Storm, Dakota Kai, Raquel Gonzalez, papy. Oui, donc j'ai dévoilé déjà mon vote juste avant, donc ça sera bien sûr je vais voter l'équipe Team Shotzi, donc l'équipe Face, parce que je trouve qu'elle a, bon, à part Shotzi Blackheart qui est un peu en dessous en termes de palmarès, les autres c'est la Dream Team, quoi, des personnes qui ont touché le titre suprême d'NXT, 3 dans la même équipe, enfin genre c'est très rare ça dans des équipes Wargames, j'ai l'impression. Donc là, parce que c'est extrêmement rare déjà qu'ils y soient toujours à NXT. Parce que généralement, quand tu prends le titre et que tu l'as plus, tu finis par monter. Et donc là, tu en as 2 qui y sont toujours, plus Ember Moon qui est redescendu. Donc sur le papier, c'est vraiment. Alors, même si Ember Moon, je trouve qu'elle n'est pas encore au top physique, bah, sur le papier, c'est quand même une super équipe, quoi. Donc, super équipe, je veux une super victoire. Ouais, que je peux que te rejoindre complètement. J'ai presque envie de te dire qu'on est face à une équipe All-Star. Finalement, Shotzi Blackheart, qui est le leader de cette équipe, finalement, elle est quasiment étouffée par la présence de 3 nanas là, monstrueuses, quoi. Donc, même si Ember Moon, je pense qu'il y a encore du boulot pour qu'elle revienne à son top parce qu'elle n'y est pas à l'heure actuelle, mais peut-être qu'elle va justement se servir de ce War Games pour se refaire la cerise. Et sans surprise, moi aussi, je donne la victoire des Face. Pour moi, il y a une super belle équipe. Après, de l'autre côté, moi, je suis plutôt convaincu par Raquel Gonzalez. J'aime bien Candice LeRae. Par contre, Toni Storm et Dakota Kai ne m'intéressent pas. Mais ouais, sans surprise, je donne la victoire aussi à la team All-Star, la défi. Là, et je subodore un très bon combat. Allez, on va subodorer un très bon combat pour ce War Games. Et ben voilà. Peut-être le main event, d'ailleurs. Peut-être le main event. Et je leur souhaite le main event. En même temps, l'Undisputed Era, sur le 4e War Games, il pourrait très bien lâcher le main event aux filles, ça serait pas vrai. Voilà. C'est vrai. Hein, team féminine, la team des anciens à catch-up. Voilà, on est comme ça, nous aussi. Allez. Et ben voilà, mon papy, ainsi s'achève cette baston du mercredi du 2 décembre 2020, ce AEW versus NXT. Alors bon, on en a mis un peu partout, mais c'est un peu le concept. Voilà, pour cette baston du mercredi 15e édition. Je vous rappelle le ratings, victoire de la AEW, 7 victoires pour la AEW, 5 victoires pour la NXT, 3 matchs nuls. Vous pourrez trouver ça sur tous les réseaux sociaux, Twitter, Instagram et Facebook. Si vous n'êtes pas content, vous pouvez en discuter avec nous sur notre Discord. N'hésitez pas à venir nous inscrire et à nous interpeller sur nos différentes reviews, Raw, SmackDown, les pay-per-view, la baston du mercredi et j'en passe et les meilleurs.
Vous nous retrouvez sur toutes les bonnes plateformes de podcast, Apple Podcast, Podcast, Spotify, Deezer et Google Podcast. Bien évidemment, sur YouTube, actionnez la cloche, abonnez-vous, laissez des commentaires, on fera une joie de vous répondre. Mon papy, merci à toi d'être venu partager cette baston du mercredi avec ton tonton. Ben, merci pour l'invitation, puis bravo pour ce descriptif d'un double show, là, on s'y croirait. Hein. Ah, on est dedans, on est complètement dedans, et c'est comme ça que ça se passe avec la team Catch-Up. Allez, on termine là-dessus, on vous fait des bisous, on vous souhaite une bonne semaine pleine de catch, on vous souhaite un bon Wargames qu'on vous reviewera avec plaisir, on vous fait des cordes à linge plein la face. Salut papy. Salut tonton et salut à tous. Salut papy de catch. A little bit of the bubbly. That's undisputed. I'm better than you, and you know it. And we are NXT. War Games. Wargames. Ah oui, ça donne envie. Hein. Et puis franchement, Omega, quel brel.